Au Burkina Faso, le principal parti d'opposition traverse une crise. 13 des 33 députés de l'UPC ont fait dissidence, créant un nouveau groupe parlementaire. Des militants à la base réclament leur démission. En Sierra Leone, la course à la succession du président Ernest Bai Koroma est définitivement lancée. Les deux principaux partis, le parti présidentiel et le principal parti de l'opposition, ont choisi leur candidat. Et puis la Turquie vole au secours de la Somalie après l'attentat qui a causé la mort de centaines de personnes. Il s'agit d'aide médicale à Mogadiscio et la prise en charge des personnes blessées. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Au Burkina Faso, le principal parti d'opposition est secoué par une crise. 13 des 33 députés de l'UPC ont fait dissidence, créant un nouveau groupe parlementaire au sein de l'hémicycle. Pour les membres du nouveau groupe parlementaire, il ne s'agit pas d'une démission, ils se réclament toujours députés du parti. Cependant, des militants à la base réclament leur démission afin de rendre leur mandat au parti. Reportage Claude Romba. L'UPC serait-elle au bord de l'implosion? Difficile d'y répondre. Le principal parti d'opposition au Burkina est secoué par une crise. 13 des 33 députés du Parti du Lion font de la dissidence. Ils créent un nouveau groupe parlementaire au sein de l'hémicycle, l'Union pour le changement et le progrès, Renaissance démocratique. Mais pour les membres du nouveau groupe parlementaire, il ne s'agit pas d'une démission et restent députés du parti UPC. Le renouveau démocratique que nous souhaitons imprimer à la vie de notre groupe parlementaire prend par ailleurs ses racines dans les principes cardinaux et fondateurs de l'UPC. Au-delà du groupe parlementaire, notre vision du renouveau démocratique sera dorénavant la marque particulière de la gestion, mais d'abord au sein de l'UPC et des collectivités territoriales que nous gérons. Les députés dissidents dénoncent un déni de démocratie interne au sein du parti. Pour la direction de l'UPC, c'est un complot de déstabilisation orchestré par le parti au pouvoir, le MPP, qui prépare ainsi l'échéance de 2020. On a des divergences avec la direction d'un parti. Avec la direction d'un parti, ce n'est pas le groupe parlementaire qu'on quitte, mais c'est le... oui, c'est le parti. Sauf si on a peur de perdre quelque chose. Sinon, le reste là, ça ressemble un peu à ce que certains pourraient appeler une sorte d'escroquerie politique, quoi. Les militants de base de l'UPC, eux, réclament la démission pure et simple des 13 députés afin de rendre leur mandat au parti. Pour ce faire, ils comptent organiser des visites inopinées aux députés démissionnaires, des marches sur l'Assemblée nationale, user de tous les moyens légaux pour faire fléchir les dissidents à quitter la tanière du lion. En République démocratique du Congo, l'opposition s'insurge contre le report des élections. La plateforme Rassemblement exige une transition de 6 mois sans Joseph Kabila pour organiser les élections. Le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, accuse le pouvoir en place de bloquer l'alternance politique et propose un autre dialogue avant décembre 2017, conduit par les évêques catholiques. On écoute. Nous proposons aujourd'hui, à ce stade, nous proposons que la CENCO, qui est d'ailleurs l'auteur de cet accord, c'est la CENCO qui nous a aidés à finaliser cet accord. Nous souhaitons que la CENCO nous rejoigne alors à ce moment-là avec ses bons offices, toujours avec la classe politique d'une part et la société civile de l'autre, et que nous nous mettions ensemble pour trouver au sein de la société civile une personnalité qui rencontrera le consensus de tout le monde, de tous, parce que je suppose que nous, en étant délégués à ces pourparlers, nous aurons la confiance de ceux que nous représentons. Et donc, à ce forum, donc, nous désignerons le leader qui va conduire le pays aux élections. Il n'aura que cette mission-là. Voilà pourquoi nous pensons que ce sera une courte transition. Dans un processus électoral
la chose la plus lourde, c'est l'enrôlement. Or, ici, l'enrôlement est quasiment effectué à 95%. Malgré toutes les manœuvres que l'on observe ci et là, ce processus d'enrôlement doit se terminer le plus rapidement possible. À partir de ce moment-là, il ne restera que des choses comme des lois et des petites choses comme ça qui peuvent être expédiées dans une période de 6 mois. Il faut dire que ce report des élections en République démocratique du Congo continue de susciter des commentaires au sein de la population. D'aucuns pensent que la commission électorale serait manipulée par le pouvoir en place en vue de faire perdurer le mandat du chef de l'État. D'autres, par contre, estiment que la CENI a besoin de plus de temps pour organiser les élections en bonne et due forme. Suivons la réaction de quelques Quinois au micro de Yeyet Mavinganzao Kataï, notre correspondante à Kinshasa. Les élections auront lieu qu'en 2019, selon les propos de Corneille Nangaa. Et cela ne nous a pas surpris, premièrement, parce que Nangaa déjà avait présenté l'impossibilité d'organiser des élections en décembre 2017, comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais ce qui inquiète, c'est que tout ce qui est présenté à Nangaa comme voie de sortie ou solution pour organiser à temps des élections est rejeté par lui. Il y a l'opposition et les partenaires qui ont par exemple proposé qu'on puisse découpler les élections. Nangaa ne veut pas entendre la chose de cette oreille, ce qui inquiète. Nangaa se montre plus pragmatique. Il n'a pas d'argent, il lui faut 1 milliard 300 millions, alors qu'il n'a que 700. Ça veut dire qu'il a encore la moitié. Donc, si en une année, il a pu avoir seulement la moitié de l'argent, donc il lui faut encore attendre au moins une année encore pour avoir l'argent qu'il faut, le 1 milliard 300 millions de dollars américains pour organiser les élections en bonne et due forme. Je me dis, Nangaa se montre plus pragmatique parce qu'il ne veut pas échouer. Alors il veut réunir tout autour de lui tous les moyens possibles pour que les élections se fassent vraiment en toute beauté. Corneille Nangaa portera seul toute la responsabilité. Je pense que les responsabilités qui sont les siennes devaient se limiter à se servir et non à défier tout un peuple. Nous disons, ce calendrier lui revient à lui tout seul. Cette proposition n'est importante que pour Corneille Nangaa et son maître. Et pendant ce temps, en Sierra Leone, la course à la succession du président Ernest Bai Koroma est définitivement lancée. Le parti présidentiel a désigné son candidat pour le scrutin de mars 2018. Il s'agit de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Samura Camara. Le candidat de l'opposition est également connu. Son nom, Julius Maada Bio, déjà candidat en 2012. Les détails. Le chef de l'État sierra-léonais Ernest Bai Koroma a désigné son ministre des Affaires étrangères, Samura Matthew Wilson Camara, comme candidat de son parti, tandis que la principale formation d'opposition a choisi Julius Maada Bio, battu par Koroma en 2012. Camara a été désigné lors de la convention du parti à Makeni, ville d'origine de Bai Koroma, lors d'une convention marquée par l'inauguration d'un nouveau siège de l'APC, Congrès de tout le peuple au pouvoir, qui s'est achevé dans la nuit de dimanche à lundi. Le candidat économiste de formation de 66 ans, précédemment ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale, a été sélectionné parmi 26 prétendants. Les statuts de l'APC prévoient que les candidats du parti puissent être désignés soit par élection, soit par nomination. De son côté, le SLPP, le Parti du peuple de Sierra Leone, principale formation d'opposition, a investi un ancien général, Julius Maada Bio, 53 ans, déjà candidat en 2012, ex-chef d'une junte militaire qui a dirigé le pays pendant quelques mois. En 1996, quelques 3,1 millions d'habitants de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres du monde, sont appelés aux urnes le 7 mars 2018 pour des élections présidentielles, législatives et locales. Les cartes d'électeurs seront distribuées à partir de décembre, a indiqué pour sa part le président de la Commission électorale nationale, NEC. Bai Koroma, qui ne peut se représenter après avoir effectué 2 mandats, a récemment réitéré devant des ambassadeurs étrangers son engagement à faire en sorte que les élections de mars 2018 soient plus transparentes et plus crédibles que les précédentes.
Tuer ces criminels, c'est le titre du nouveau rapport publié hier lundi par Amnesty International et Human Rights Watch. Les deux organisations de défense des droits humains dénoncent l'usage excessif de la force par la police kenyane lors des manifestations qui ont suivi l'élection présidentielle du 8 août dernier. Plus de précisions à travers ces images. Pour les deux ONG, la police kenyane est directement impliquée dans la mort d'au moins 33 personnes. Elle est aussi responsable de centaines de blessés. Les violences documentées se sont produites à Nairobi, la capitale, du 9 août au 12 septembre 2017. Selon ce rapport, les victimes sont pour beaucoup des manifestants issus des rangs de l'opposition. La police leur a tiré dessus ou les a tout simplement passés à tabac. D'autres personnes sont mortes par asphyxie après avoir inhalé du gaz lacrymogène. Amnesty International et Human Rights Watch ont dressé un autre constat. Les manifestants ne sont pas les seules victimes de ces violences policières. Elles touchent aussi les habitants des bastions de l'opposition, comme une femme enceinte de 8 mois piétinée à mort par une foule en fuite lors d'une manifestation. Selon Michelle Kayari, la directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs, certains bastions de l'opposition ont été encerclés, les habitations envahies et des habitants ont aussi perdu leur commerce. Selon cette responsable, les premières victimes de ces violences policières sont les plus pauvres. Je l'annonçais en titre, la Turquie vole au secours de la Somalie après l'attentat de samedi dernier qui a causé la mort de centaines de personnes à Mogadiscio. Il s'agit d'aide médicale dans la capitale somalienne et la prise en charge des personnes blessées. Voici les images. À Mogadiscio, la capitale de la Somalie, samedi, un attentat a fait 300 blessés et ôté la vie à au moins 276 personnes. Parti d'un camion piégé, cet attentat est la plus meurtrière de l'histoire de la Somalie, d'après la police, mais aussi le gouvernement. Nos frères du gouvernement turc se sont précipités à notre aide. Nous remercions le président de la Turquie et son peuple qui nous ont bien aidés. Aujourd'hui, la Turquie évacuera plus de 40 blessés avec un membre de la famille pour chaque patient. Le ministre turc de la Santé et son délégué, y compris l'ambassadeur turc en Somalie, sont venus nous apporter l'aide médicale. Il est à souligner que la Turquie est un donateur et un investisseur important en Somalie, un pays avec lequel elle a des relations historiques. La Turquie a notamment inauguré fin septembre le plus important centre d'entraînement militaire étranger de Somalie, destiné à la formation des forces somaliennes qui devront à terme assurer seules la sécurité de ce pays miné par les attaques des islamistes Shebab. Quant aux États-Unis, ils disent être prêts à renforcer leur soutien au gouvernement somalien. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.